Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un monde boucle d'or pour les investisseurs. C'est vraiment le schéma dans lequel les marchés auront baigné encore tout au long de cette semaine avec des niveaux sur les marchés actions qui ont été retrouvés, plus de 7200 points pour le CAC 40 et des rendements obligataires qui se sont nettement détendus depuis un mois maintenant par rapport aux 5% qu'on a vu sur le 10 ans américain au cours du mois d'octobre. Le 10 ans américain, baromètre de référence mondiale, est retombé à moins de 4,50 et même moins de 4,40% au cours des dernières heures, avec toujours une accumulation de statistiques qui semble décrire ce monde parfait pour les investisseurs, avec un puissant mouvement de désinflation généralisé aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni. On a vu tous les chiffres du mois d'octobre sortis ces derniers jours. Et dans le même temps, un refroidissement macroéconomique qu'on commence à mesurer un peu plus aujourd'hui, mais qui reste à ce stade suffisamment modéré pour entretenir encore cet enthousiasme sur les marchés. C'est donc boucle d'or face aux trois sorciers, puisque nous sommes le troisième vendredi du mois, jour d'échéance mensuelle. Les trois sorciers de Smart Bourse seront avec nous pendant les 45 prochaines minutes pour décrypter cette échéance et les enjeux techniques de marché d'ici la fin de l'année, avec un rallye de fin d'année qui semble pour l'instant bien lancé. Dans le dernier quart d'heure, nous retrouverons par ailleurs les équipes du Café de la Bourse pour ce rendez-vous pédagogique mensuel autour de la volatilité. Comment profiter de la volatilité quand on est investisseur actif? C'est Louis Yang qui sera avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse à partir de 17h45. Mais d'abord, cette semaine qui se termine sur une séance positive, les détails de la séance du jour avec Comme du Bois. Après une séance de digestion hier, la Bourse de Paris repart de l'avant aujourd'hui et élargit son rebond entamé fin octobre. Les marchés sont portés par les nombreux signes de ralentissement de l'inflation publiés au fur et à mesure de la semaine. Aujourd'hui, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres des ventes au détail britanniques pour le mois d'octobre, qui ressortent en baisse de 0,3% sur un mois quand le consensus anticipait un léger rebond. En zone euro, l'inflation a été confirmée à 2,9% sur un an en octobre, soit son plus bas niveau depuis 2 ans, après 4,3% sur un an en septembre. Du côté des emprunts d'État, on notera que le 10 ans américain a atteint un plus bas depuis septembre au cours de la séance, en repassant sous les 4,4%. À noter également aujourd'hui la stabilisation des cours du pétrole après une baisse de 3 à 4% sur la séance d'hier. Du côté des valeurs, la quasi-totalité des composantes du CAC 40 évolue dans le vert aujourd'hui. La semaine prochaine débutera avec un agenda macro allégé. À noter que les marchés américains seront fermés jeudi pour Thanksgiving et n'ouvriront que vendredi pour une demi-séance. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Comme du Bois sur Bismart. Jour d'échéance sur les marchés, échéance mensuelle du mois de novembre, et donc les trois sorciers sont avec nous autour de la table. Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Grégoire. Et Romain Daubry, le troisième des sorciers, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Et auteur de ce premier ouvrage pour vous, Romain, aux éditions JDH Éditions, Le trading à effet de levier. C'est le livre qui est sorti tout récemment avec une très belle soirée de lancement, d'ailleurs organisée par la FAT cette semaine. Certains d'entre nous étaient conviés à l'événement. Très belle soirée pour présenter ce livre, votre premier livre, Romain, dans la collection Les Pros de l'écho. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre et à qui s'adresse ce livre, Romain ? Alors, présenter ce livre, entre autres, effectivement. Il s'adresse, ce livre, aux gens qui connaissent un peu la bourse, déjà, qui ont envie de franchir un pas, parce que le constat est le suivant. Les professionnels des marchés utilisent l'effet de levier très régulièrement, même quasiment systématiquement, mais pas de la façon dont on pourrait le penser. C'est-à-dire, c'est pas pour faire du trading directionnel brutal, mais faire quelque chose de construit. Au contraire, au lieu d'augmenter son risque, de gérer, de maîtriser son risque. Et c'est ce constat-là qui, après des années au contact des particuliers notamment,
m'a fait constater que déjà en France, très peu de particuliers les utilisent. Souvent, ils l'utilisent comme un produit de spéculation pure et ils en oublient une très grande partie de l'utilité, puisque avant tout, les produits à effet de levier sont des produits de couverture. C'est comme ça qu'un agriculteur a décidé de se couvrir contre une éventuelle évolution défavorable de la météo pour du blé, du lait pour des agriculteurs sur les vaches, etc. Donc il y a ce phénomène-là, et puis de constater qu'on peut faire énormément de choses aussi avec ces produits dérivés, beaucoup plus subtils que le simple directionnel de marché. On peut optimiser un prix de revient, on peut donc avoir le droit à l'erreur aussi sur des stratégies, on peut créer une assurance dans son portefeuille et créer une assurance gratuite. Le constat d'ailleurs, c'était amusant, j'ai créé une stratégie pour le livre pour la démontrer, elle s'est extrêmement bien passée, et donc en ne dépoursant pas d'argent, on pouvait s'assurer contre la baisse de 7200 à 6800 points et gagner un peu. Ce qu'on a vu sur l'échéance précédente. Ce qu'on a vu sur l'échéance précédente. Et donc ce mouvement de baisse qu'on avait évoqué ensemble d'ailleurs et qui s'est mis en place, voilà, ça pouvait être le cas. Et pour pouvoir faire plein de choses et des scénarios comme ça à l'infini. Alors, on n'est pas obligé d'être un grand mathématicien et d'aller très très loin dans le niveau. Le grand spécialisé des options, Sheldon Nattenberg, qui a écrit un très bon bouquin justement sur le détail du pricing de l'option, c'est pas un bouquin sur le détail du pricing de l'option, mais disait lui-même que les plus grands traders d'options n'avaient jamais ouvert ne serait-ce qu'un pricer. C'est plus de la compréhension mathématique assez basique qui permet de travailler dessus. Après, ça n'empêche pas de faire des choses beaucoup plus subtiles, mais c'est le cas. Et donc aussi le pont entre les différents produits. On parle des options, des futurs, des CFD, des varants, des certificats à levier, et d'en voir les avantages et les inconvénients. C'est pas un match, chacun y trouvera son compte, j'espère, et de comprendre quand et comment les utiliser. Et donc c'était le pari, sachant qu'aux États-Unis, il y a près de 25% des investisseurs qui les utilisent. Si en France c'est 1%, je pense que c'est le bout du monde. C'est d'essayer de démocratiser là, et en France, il n'existait pas ce livre-là. Voilà l'idée. Quel sera le thème du prochain ouvrage ? On verra. Pas à pas, c'est ça. Pas à pas, non, mais il manquait cette brique, effectivement, dans la collection des livres sur les marchés, sur la finance et sur le trading qu'on peut trouver. Il manquait ce type de. C'est ça, et très décomposé, très détaillé, avec des exemples concrets, et de vraiment pour prendre le temps et avoir chez soi la possibilité de tout détailler. Il y a des webinaires, des vidéos, c'est bien, mais d'avoir le temps comme ça, c'est pas mal. Trading à effet de levier, donc, dans la collection Les Pros de l'écho, aux éditions JDH Édition, ça se commande partout, j'imagine. Partout sur Romain, Jean-Louis. Non, mais celui-là, c'est le mien, je te l'offre pas. Je suggère à Romain, pour le numéro 2, de faire ne pas abuser de l'effet de levier. Oui, mais c'est expliqué là-dedans, bien sûr. Justement, bien sûr. C'est le principe. Démythifier l'effet de levier. C'est tout à fait, exactement. C'est cette idée-là, c'est-à-dire que c'est utilisé de façon trop débridée et qu'il faut vraiment savoir le maîtriser. Et avec des bonnes méthodes, en connaissant son profil, on en fait des choses bien plus subtiles. Et puis je signalerai toujours aux éditions JDH Édition, puisque c'était sortie commune pour votre livre et celui de Thomas Andrieux, que je tenais à signaler également, qui a écrit. Alors, il en est à son 5e, je crois, Thomas. Livre, il a un peu de retard à rattraper par rapport à Thomas André, mais qui a commencé très tôt. C'est ce que j'allais dire, je ne rattraperai pas le retard, parce que Thomas, il a 20 ans. Il a commencé à 16 ans à écrire des bouquins sur la finance et sur les marchés. Là, en l'occurrence, il s'est plongé, mais depuis quelques temps, je crois, c'est un domaine d'études qu'il passionne, et qui est un domaine d'études passionnant autour des cycles, notamment. Et donc, l'ouvrage aux éditions JDH Édition s'appelle « Création et destruction, le mystère des cycles économiques et humains », signé de Thomas Andrieux. Voilà donc pour la page promo. Venons-en à l'échéance du mois de novembre, Romain, qui change un peu de l'ambiance qu'on connaissait lors de l'échéance du mois d'octobre, qui était une échéance un peu lourde, c'est comme ça qu'on l'avait décrite. Là, c'est le retour de Boucle d'Or qui semble être assez enragé. C'est un peu ça. D'ailleurs, ce sera sûrement l'objet de nos discussions. On avait un consensus qui était un peu optimiste, un peu lénifiant il y a quelques semaines. On est passé à un pessimisme un peu marqué qui a permis ce rebond récemment. Et là, on a déjà l'impression qu'on tourne à une nouvelle phase d'optimisme. C'est assez étonnant si on regarde l'ouverture des positions des marchés dérivés pour le mois à venir. Mais ça, c'est la suite. Effectivement, 5,45% de hausse sur l'échéance en cours, 7230,80 pour la compensation du futur CAC 40 sur le mois de novembre. Et donc, 373,5 points de rebond par rapport à octobre. Effectivement, alors on a plusieurs constats intéressants. Déjà, on parlait de l'absence d'intérêt au cours des échéances précédentes, et c'est toujours le cas.
il n'y a toujours pas d'intérêt construit sur les marchés dérivés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Pas d'intérêt sur les futurs, à proprement parler. C'est-à-dire qu'on est toujours à un peu plus de 3 millions de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx. On rappelle que la moyenne sur l'année précédente, c'était 4 millions, qu'on est même monté à 4,5 millions en août 2022. Donc, il y a vraiment un gros déficit d'intérêt. Sur le CAC 40, même chose. Et on est remonté donc avec ce déficit d'intérêt. Sur les indices américains, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas eu beaucoup de construction d'intérêt non plus. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permettait de soupçonner un phénomène technique intéressant qui a été confirmé par les chiffres et par le comportement du marché, le rachat de short. En fait, il y avait à nouveau un excès de pessimisme dans le creux du marché. Et donc, pas mal, dont l'exemple de Michael Burry qui a été cité, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres, qui a perdu 1,4 milliard de dollars sur sur ses positions short sur le marché américain. Short, ouais. 1,4 milliard de Voilà. pertes. Pour la deuxième fois, puisqu'il avait été short aussi en octobre dernier, octobre 2022. Donc voilà, c'est lui qui a... Le mois d'octobre ne réussit pas, oui. Il ne faut pas qui... qu'il trade en octobre, peut-être, Michael Burry. Apparemment, c'était pas le bon timing. Il y avait un consensus de pessimisme un peu avant les publications des trimestriels américaines. Et donc, c'est ce fond de contre-pied important. Alors, ça, c'est intéressant de le savoir après. Pourquoi ? Parce que ça donne des éléments sur la construction de cette hausse. Il n'y a pas que du rachat de short, le Nasdaq a dû prendre 14 ou 15%, il n'y a pas que du rachat de short dedans, il y a aussi de l'intérêt, il y a aussi du contre-pied et donc des retournements de position, mais on voit 4 gaps d'affilée énormes sur les indices américains, dont 2 très gros en tout cas sur le S&P et le Nasdaq, donc c'est un marché qui a monté un peu brutalement, qui est passé d'un ratio de pessimisme, enfin d'alerte, on va dire. On était en limite de l'alerte baissière, et puis on est repassé très rapidement en termes de couverture, en termes de comportement, à des niveaux d'optimisme, vraiment. Et c'est vrai que Goldilocks a l'air un peu enragé, j'aime bien le terme, parce que tout a l'air de changer dans l'état d'esprit, dans les discours, dans le comportement et sur les valeurs. Et puis, alors, on en parlera aussi sur pas mal de secteurs, sur pas mal de classes d'actifs. Et donc, on arrive à un niveau de marché où on va avoir du mal à consolider probablement tout de suite parce que on connaît ces phases-là. Quand on a remonté sur des rachats de short, dès qu'on rebaisse un peu, il y a encore des vendeurs bloqués. Alors là, c'est l'expiration aujourd'hui, donc certains vont laisser mourir leur position, certains les ont déjà débouclés manifestement, et puis il y a ceux qui vont attendre patiemment, et donc ça peut bloquer un peu le marché. Alors peut-être un petit biais aussi encore. La photographie globale, elle est pas mal. À court terme, ça laisse un peu un doute. On verra, une manière de regarder les choses, c'est de voir que le VIX qui était à 20 et plus, même 21, peut-être fin octobre, on s'est retrouvé très vite, en 3 semaines à peine, à moins de 15 et moins de 14 même, quand je regarde aujourd'hui. Exactement, et parenthèse sur le VIX, justement, ce détail technique aussi, il y avait des longs volatilités qui se sont fait coincer, qui ont contribué à ce rachat de short aussi. Donc, en plus de short structurel sur le marché, il y a eu ce phénomène technique qui a amplifié le rebond. Jean-Louis, votre lecture de la situation, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rebond, de la manière dont il s'est déroulé, et est-ce qu'on est dans un risque de piège à ce stade-là, de bull trap, ou est-ce que c'est un risque qui est complètement écarté là pour vous aujourd'hui ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de piège. En fait, on est parti d'une situation où, sur le plan purement technique graphique, il y avait en effet des indications baissières, mais je vous répétais, que le marché était solide, qu'il était construit d'une manière avec des volatilités implicites élevées, 14, 15, 16, 17, 18, 20 même, sur le CAC 40 par exemple, et même sur l'Eurostoxx. Donc l'état d'esprit, on s'était quitté comme ça, je vous disais. On était à 6008 sur l'échéance d'octobre, c'est ça. Sont plutôt, je ne serais pas short agressif aujourd'hui. Il y avait le plan technique et puis il y a le plan construction plus. Et l'état d'esprit, je disais, restait à la recherche d'idées d'investissement. En fait, si vous voulez, les investisseurs, ils n'étaient pas dans l'esprit de se dire qu'est-ce que je vends, mais qu'est-ce que j'achète. Donc à partir du moment où il y a eu un alignement des planètes, ils y sont allés. Alors, ils y sont allés, c'est pas qu'ils ont acheté, c'est qu'ils n'ont pas vendu. On s'est retrouvé en face avec des phénomènes techniques très importants et on a fait la hausse en 1 seconde. Et en fait, c'est ça la volatilité de la liquidité. Elle est là, elle n'est plus là. Au moment, les algos étaient prépondérants, majoritaires sur les marchés. Quand ils payent, ils enlèvent leurs ventes. Comme ils enlèvent leurs ventes, ça va très vite. Ça libère tout. Ça libère tout. C'est pas. C'est ce qu'on a vu par exemple en début de semaine, c'était mardi, c'est ça. Donc après le CPI. Voilà, déclenchement, l'inflation américaine est publiée et tout de suite là, on voit en 2 minutes, combien tu dis ? 53 points de gap. D'accord. Non, mais c'est surtout qu'au départ, c'est parti un peu à la baisse. Et surtout sur l'euro-dollar. L'euro-dollar a baissé. Le marché US a perdu 10 points. Le CAC a perdu pareil, 10-20 points. Mais dans la même seconde,
c'est parti à la hausse. Donc on a déclenché les stops et on est parti. Wow. Donc là, phénomène de contre-pied. Mais alors après, plus rien. C'est-à-dire que depuis mardi dernier, on piétine. Alors on piétine positivement, on reste sur des plus hauts. Et ça a été en effet la chasse aux bonnes affaires, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est quoi une bonne affaire ? Bon, alors peut-être ils ont acheté du STM, LVMH a été laissée de côté, par exemple. Elle n'a pas vraiment participé à la fête. Mais elle peut amener un relais, bien sûr. Et c'est justement ce qui est intéressant pour la suite des événements. Alors, ils ont pris des valeurs qui avaient été massacrées. Ils sont revenus même sur des... vous voyez, Alstom a dévissé, mais après, derrière, ils sont venus un peu payer. Il n'y a pas eu que de la qualité. Il n'y a pas eu... Il y a même... Non, la qualité était déjà bien payée. Safran était déjà bien payé, elle n'avait pas baissé. Engie n'avait pas baissé, etc. Donc, et on a assisté, mais on va en reparler, au regain d'intérêt sur les mid et small, enfin sur les, on va dire les mid, avec ça, c'est la nouveauté, des violences identiques, c'est-à-dire les vendeurs ne sont plus là. C'est pas qu'il y a des gros acheteurs, c'est qu'il y a personne pour vendre. Et c'est un gros problème d'ailleurs pour l'investisseur qui dit je m'y intéresse pas en règle générale parce que j'ai pas de contrepartie, mais j'ai pas de contrepartie quand je veux acheter et j'ai pas de contrepartie quand je veux vendre. Voilà. Ouais. Donc on a un manque de contrepartie sur l'ensemble du marché, que ce soit sur les petites, les grosses, les moyennes. Et c'est vrai que pour l'instant, si vous voulez, on a une hausse technique, mais qui peut se transformer en hausse fondamentale, pourquoi pas. Mais tout dépendra de l'évolution des taux d'intérêt. Comme en effet, vous l'avez dit au départ, Grégoire, les taux ont baissé. Et ça a été la porte ouverte à la hausse des actions qui n'attendaient que ça. Maintenant, les taux restent au cœur de tout, là. Oui. Voilà. Et la suite n'est pas évidente parce que on se dit les taux ne vont plus monter, mais quand est-ce qu'ils vont baisser ? Votre bilan de l'échéance, Philippe ? Le bilan, c'est 12,5 de hausse sur le Nasdaq. S'ils arrivent à se sortir, là, sa bataille là, pour être positif pour cette dernière séance. Donc le Nasdaq aura aligné 14 séances de hausse sur 16. Pas mal. Ouais, au 21e siècle, je pense qu'on doit compter ça sur les doigts d'une main, ce genre de scénario. Alors, moi j'ai regardé à quoi cette hausse se compare, parce que plus 11, plus 12, plus 13, c'est pas courant. Donc si quand même on trouve ça début d'année, après les... moins 30 quand même, l'année dernière, moins 30. Au 4 janvier, on commence à rebondir. 4 janvier, 2 février, et là, ça reprend 10-12% à Wall Street. Ouais, mais on partait de 6 mois, 8 mois de consolidation. On était à des niveaux de survente extrêmes. Là, le 26 octobre dernier, on n'était pas en grosse survente. Le S&P venait juste de faire moins 10 sur ses sommets, moins 10. Le Nasdaq, moins 12, après plus 38. Quand même pas beaucoup baissé. Et là, le Nasdaq se retrouve là à 1% de son record annuel. Bon, on comprend bien, et Jean-Louis l'a tout à fait décrit, quand d'un seul coup ça paye, il n'y a plus de vendeurs. Et quand ça vend, il n'y a plus d'acheteurs. C'est la négation même du marché. Voilà, bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Alors, l'autre occurrence d'un rebond du CAC de même ampleur et sur un laps de temps à peu près équivalent de 3 semaines, c'était en mars 2022, après l'invasion d'Ukraine, on a Poutine qui est aux portes de Kiev, puis il se retire. Et puis là, on apprend qu'il y a effectivement des discussions pour éventuellement mettre fin au conflit. Et Boris Johnson, le 31 mars, arrive et torpille le truc. Et là, les marchés qui étaient remontés en flèche en se disant, ça y est, ils vont arrêter de se taper dessus. Pouf, derrière, ça a été la baisse jusqu'au 30 décembre 2022. Donc là, on vient de faire quelque chose qui ressemble beaucoup. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est là sur les taux vont baisser, tout ça. La question est bien posée. Mais oui, ils vont baisser certainement. Jusqu'où ? Ouais, mais quand ? Et puis jusqu'où ? Donc là, on vient d'avoir un rebond avec pas de volume, enfin des séances à 2,4 milliards, 2,5 milliards, à part celle de mercredi. Non. Oui, c'était mercredi, on a fait 6 14. Milliards. Alors, je sais pas. Il y a eu peut-être sur une phrase entre des grosses cicaves. Fini, Philippe, mais on reviendra sur cette histoire de volume parce que visiblement, toutes les informations ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, ça aurait été exactement l'exception qui confirme la règle. Donc, à part cette séance étonnante, le reste, ça monte dans le vide.
Donc tout ça me paraît... Alors oui, la construction, je dirais, il n'y a aucun signe de faiblesse. Mais derrière, il n'y a aucun support, il n'y a pas vraiment eu d'acheteurs. Et puis alors, quelque chose qui nous arrive et sur lequel on ne s'est pas beaucoup étendu, donc... Ah oui, l'inflation ressort mardi inférieure de 0,1% aux attentes, quand même. Attention, ce n'était pas moins 0,1. Et dans la structure, là c'est des chiffres officiels du département du travail, il y a des lignes dans les composantes de cet indice d'inflation qui sont totalement incompréhensibles. Et totalement incompréhensible. Moins 34% sur le coût de l'assurance, des frais de santé, moins 9%. Il y a eu un recalcul autour des frais de santé moins 9% dans l'indice sur la location, l'inflation américaine. Les locations, comme si tout le monde louait une voiture. Enfin, et tout ça a certainement contribué effectivement à ce que cet indice ressorte meilleur que prévu. Mais évidemment, quand on a le chiffre, les algos réagissent. Donc on l'a vu, en une minute, le CAC prend 50 points, les algos, ils ne vont pas les regarder si tous les chiffres sont cohérents. Il y avait une inquiétude autour du recalcul justement des frais de santé qui faisait craindre au marché, en attendant ce chiffre, que le chiffre soit moins bon que prévu, en tout cas au-delà des attentes. Et donc de l'avoir en ligne, voire un peu en dessous, c'était un soulagement partant de l'idée que le chiffre allait être plus mauvais. Voilà. Alors donc, 2 jours plus tard, Walmart annonce ses chiffres, ses ventes pour octobre. Et là, c'est très moche. Mais très moche. C'est-à-dire que on a la baisse du prix des carburants à la pompe. Donc on devrait se dire, là, le consommateur, la fin octobre va être belle. Bah non. Là où les ventes ont été les plus mauvaises, c'est fin octobre, au moment où le carburant baisse le plus. Donc, et Costco constate aussi que c'est pas un bon mois. Donc là, pour Target, ça a été... Non, bon, après, c'est d'un distributeur à l'autre, mais voilà. effectivement. Donc là, la question se pose, est-ce que Thanksgiving est... on le saura la semaine prochaine, voilà. On va le savoir. Mais attention, on s'est emballé sur cette histoire d'inflation, alors qu'il y a des chiffres qui sont quand même sujets à caution. Par contre, les ventes, ça ment pas, et c'est moche. Ouais, bon... Les ventes au détail restent quand même 70% du solide, PIB. Quoi. Bah oui, mais macroéconomiquement parlant, les ventes au détail, ça reste encore solide. Ouais, non, elles sont en baisse globalement et elles sont en baisse chez Walmart. Voilà, on verra. Peut-être que les gens se sont réservés pour le Black Friday, on verra bien. Le sujet, effectivement, tourne autour de la consommation et de la santé du consommateur américain. Oui, alors si, la question des volumes, donc il faut qu'on en parle. Quels ont été les volumes cette semaine sur les séances de hausse, notamment là, 14, 15, 16 je le dis parce que moi, je regarde les volumes sur Boursorama, et c'est un site évidemment de référence pour l'ensemble de l'écosystème boursier. Et donc, il y a eu effectivement des volumes affichés à plus de 6 milliards, 6 milliards 5, je crois, au moins, sur la séance du 14 et du 15. Sur cet indicateur que je suis. Mais visiblement, quand on est au plus près du marché, c'est pas ce qu'on a observé. Pas chez Euronext. D'accord. En tout cas, voilà, pour répondre clairement, moi je n'ai pas contacté Boursorama. Non, mais je le dis parce que c'est là où j'ai vu ces volumes-là et que c'est là que vient l'incompréhension, visiblement. Il y a une sorte de confusion commune à plusieurs opérateurs, manifestement. Et plusieurs. Voilà. Non, les volumes ont été un petit peu meilleurs dans les mouvements de rebond sur l'indice CAC 40. Ils ont été un peu supérieurs de façon un peu plus marquée sur les indices américains, effectivement, que dans les mouvements de baisse. On est allé à 3,6 milliards, 3,8 milliards, 3,3 et 3,6 au mieux sur les mouvements de rebond, mais on n'a pas vu des volumes du double. Ce qui, effectivement, est un signe important, parce que quand on repaye sur des annonces, sur des chiffres, ou quand une situation se détend et qu'on a des volumes du double, c'est qu'il y a des grosses mains, qu'il y a quelque chose qui se passe. Or, ça n'a pas été vraiment le cas, et c'est vrai que ce chiffre-là a été confusant. Ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est cependant dans le marché, et cette absence de liquidité qu'on constatait à la baisse. Et aussi, dans le mouvement de baisse et autour de 6008, de se dire que souvent un mouvement de fin de baisse de marché se termine par une capitulation et qu'on n'y a pas assisté sur les indices, qu'on y a assisté valeur par valeur. Ouais, c'est ça. Et on parle des rebonds puissants qu'on a pu connaître récemment, mais on a quand même connu aussi des mouvements de baisse très marqués. C'était le moment des moins 60 pour Worldline, des moins 20 pour Sanofi, etc. Alstom moins 40, etc. Donc, de voir que ce rebond se produit de la même façon, qu'on n'a pas des volumes et beaucoup de soutien, qu'effectivement, ce mouvement se reconstruit avec des volumes qui ne sont pas extraordinaires non plus. Ça ne veut pas dire que l'intérêt n'arrivera pas ensuite, mais ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas remonté avec beaucoup de soutien et que peut-être du côté des indices, on va pas avoir beaucoup de force et beaucoup de momentum parce qu'on a toujours cette idée d'alternative, mais qu'il y a quand même des dossiers, et c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer dans le détail du marché. Il y a eu des sanctions violentes dossier par dossier, et moins sur les indices,
et il y a eu des regains importants, dossier par dossier. Et là, je pense qu'il y a une bascule qui est en train de se mettre en place. Moi, c'est ce que je constatais. La figure de retournement baissière qu'on avait évoquée ensemble, qui s'est déclenchée en septembre sur LVMH, est énorme. Elle avait comme cible 705. On est descendu même plus bas, 654. Ouais. Ça a offert des points d'entrée. Mais ça ne fait pas partie des valeurs qui ont le plus profité du rebond. Non. Et je pense que la structure de retournement qui a mis de janvier à septembre à se former à la baisse est un signal lourd d'un changement de comportement des opérateurs qui ne veulent plus payer cher. D'accord. Donc il faut accepter l'idée que ce n'est pas LVMH qui va emmener le rebond. Même si ça peut continuer, même si encore plus loin. Bonne surprise. D'accord. Mais on ne reverra pas, à mon sens, les points hauts qu'on a vu sur LVMH récemment. Et donc, où est-ce qu'on a vu, à l'inverse, de l'intérêt revenir ou renaître? Alors, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui est lié au taux. Et on, effectivement, prend déjà beaucoup d'avance sur une éventuelle baisse de taux. Et il y a des valeurs et des secteurs entiers qui étaient très en retard. Moi, j'en ai identifié 2 ou 3. Il y a tout ce qui est l'immobilier, qui était vraiment... Unibail-Rodamco. Unibail-Rodamco. Incroyable, rebond important, et même sur des paniers de valeurs immobiliers européens. Nous, on a choisi de le travailler comme ça. On est rentré tard à la volée et on est déjà gagnant. C'est des rebonds de 15-20% en 2 ou 3 séances sur des secteurs qui étaient complètement en berne et depuis très longtemps. Il y a éventuellement aussi, on peut regarder du côté de ALD et Aramis Auto, donc les loueurs d'auto, loueurs d'auto et marché d'occasion de l'auto, qui a effectivement été exposé. Et puis aussi du côté peut-être des énergies renouvelables. Valeurs énergies renouvelables. Voltalia, Neoen ont pas mal profité du mouvement, entre autres, et même quand on regarde les paniers de valeurs énergies renouvelables. Donc il y a peut-être quelque chose qui se met en place de ce côté-là. Ça va être à confirmer parce que ça a été des mouvements brutaux et ne sont pas des figures de retournement. Donc il va falloir de toute façon reconstruire. Mais il se met quelque chose en place de ce côté-là. Et puis on l'a vu sur pas mal de small et mid. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir. Allez-y, poursuivez Romain, puis je voulais passer la parole à Jean-Louis. On a vu des figures de retournement qui ne sont pas énormes, qui se mettent en place, qui ont encore un petit potentiel de hausse. Si je regardais un panier de small et mid, il y a encore 5%, sur une moyenne très large, 5% de hausse complémentaire, ce qui est bien pour un indice large, de hausse potentielle. Mais il y a eu vraiment des capitulations, des niveaux très bas et des points d'entrée sur beaucoup de valeurs, et les screeners se sont remplis d'un coup. On peut en citer quelques-unes, mais il y a eu Twax aujourd'hui qui se comporte très bien, de Richebourg qui était sur des niveaux intéressants. Alors, on a vu Obey et Gerbet à système, Vicat, alors un peu plus gros, et qui avait moins baissé, Rubis qui se comporte bien, FDJ qui est plus grosse aussi, ou Alten encore. Et voilà, j'en cite quelques-unes qui ont des configurations un peu les plus intéressantes. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquelles il s'est vraiment passé des mouvements assez forts, et des plus petites que je cite pas volontairement, parce que manque de liquidité, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Maintenant, ce sont des petites figures, il va falloir consolider, pérenniser, et encore une fois, dans une liquidité qui n'est pas énorme. Jean-Louis, le constat qu'on dressait sur l'échéance précédente, le cas qui était à 6008, autour, c'était que le marché des small restait un marché totalement déserté, sans dynamique, sans intérêt, mort. Abandonné. Et donc, il y a quelque chose de nouveau. Oui, Nakon, par exemple, a pris 73%. C'est beaucoup. Ah bah, oui. Et alors, depuis qu'elle est partie à la hausse... Alors, mais depuis qu'elle est partie à la hausse, elle ne s'est plus arrêtée. Quand elle est partie à la baisse, elle ne s'était pas arrêtée non plus. Elle a perdu en gros dans l'année, sur son plus haut 70, elle a récupéré 70. La moitié. Ça ne nous ramène pas à la case départ. Vous avez on a tous compris. Mais c'est un mouvement qui est quand même impressionnant. Et c'est vrai que moi, chaque jour, j'essaie de trouver une valeur qui est en amorce dans les conseils qu'on peut donner dans les recos. Là, moi, j'avais donné hier ou avant-hier, j'ai dit, touche à l'achat, donc on voit les volumes qui augmentent, sur Visiatif, par exemple. Voilà. Et là, elle est partie ce matin, elle est partie aujourd'hui à la hausse. Elle n'a pas déclenché encore un vrai signal de retournement, mais on a vu les ordres d'achat arriver quand même. Et ces configurations-là, on ne les trouvait pas encore il y a 3, 4, 5, 6 semaines. Ah non. Non, mais Ah non, pas du tout. Oui. Ah non, pas du tout. Alors, on avait sur certaines valeurs des stabilisations, c'était pas si mal que ça. Et là, en effet, on a des vrais démarrages, des démarrages forts. Le problème, c'est que tout le monde se gratte un peu la tête au début de la hausse. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On y va pas ? La qualité des valeurs n'est pas forcément exceptionnelle. Bon, vous avez Elior, par exemple. Parce qu'en fait, vous avez toutes les valeurs, donc tu as cité l'immobilier, mais toutes les valeurs endettées, très sensibles au bien taux, sûr. Évidemment, ont boosté. En première intention, c'est ce que, bien sûr, c'est ce qu'on a envie de voir monter, entre guillemets. Donc Elior, par exemple, est parti violemment à la hausse. Mais par exemple, sur Elior, je le dis parce que ça peut être important, ils annoncent des chiffres le 22 novembre. Oui, semaine prochaine, oui. Alors tout le monde va peut-être faire attention, parce que les surprises ont été ces derniers temps assez... C'était mauvaise, effectivement. C'est catastrophique, souvent. Bon, alors, mais c'est vrai qu'elle a boosté, et
on a des marchés depuis quelque temps très particuliers, quoi. C'est-à-dire que soit il ne se passe rien, de longues périodes il ne se passe rien, parce que vous vous rendez compte, mercredi, jeudi, vendredi, enfin toute la semaine, depuis mardi dernier, il ne se passe rien depuis le CPI. On l'a depuis mardi, on n'a rien fait. Le marché, il a boosté, et puis après, il est resté horizontal. L'euro-dollar, pareil, il a boosté, il a dérivé horizontalement. Bon, voilà, les investisseurs n'ont pas la visibilité vraiment et la conviction nécessaire à continuer à acheter. Non, c'était juste un mot plus sur les secteurs. Il y a effectivement des secteurs aussi plus classiques qui fonctionnent bien. La banque est repartie quand même assez fort. Il y a le secteur de la finance qui se comporte bien, et puis les ressources de base aussi qui ont l'air de bouger depuis quelques temps. Et ça permet donc parmi les grands indices aussi à l'Italie de surperformer en Europe, comme on l'avait constaté il y a quelques temps, et dans la consolidation de repartir un peu. Le MIB italien reste un indice, en avance, toujours peut-être en Europe. Oui, rapidement, je vais passer la parole à Philippe. Pour les volumes, quand les gens hésitent sur les volumes, je les invite à regarder. Quand il faut des divergences, il y a des publications sur le nombre d'actions échangées, c'est-à-dire nombre de pièces. Les volumes à l'américaine. Et quand vous regardez ça, vous constatez... Ça donne une idée. Est-ce que c'est cohérent ? Ce que je vois en montant de volume, est-ce que c'est cohérent par rapport au nombre de pièces échangées ? Sur les hausses violentes qu'on a eues là, de volume, il y avait 15-20%, pas plus. Bon. Sur les small, alors ce qu'on regarde beaucoup aux États-Unis, c'est le ratio Nasdaq-Russell, c'est ça, Philippe ? Donc, qui a atteint un top historique. Il a atteint, oui, en fait, la divergence. Parce que ce qui a fait mieux que le Nasdaq, c'est peut-être le Russell, du coup, sur ces dernières séances et ces dernières semaines. Il a fait une séance historique, mardi, 5,40 de hausse. Ah, c'était historique ? Oui. Enfin, quasiment. On a eu ça trois fois depuis 2 ans. Mais alors, hier, moins 1,7. Moins 1,7, alors que le Nasdaq, le S&P, hier, font rien, ils se maintiennent juste. Donc, le ratio, Russell, S&P, on est à moins 38. D'accord. Et par rapport au Nasdaq, la sous-performance est de moins 45. Donc, c'est jamais vu. Mais j'ai tendance à dire que les small reflètent quand même l'état de l'économie réelle, sur place, l'entreprise, la petite entreprise, ses problèmes de refinancement, le consommateur qui consomme moins, l'immobilier où ça construit. Alors ça construit encore, mais par contre ça équipe beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont refaire leur salle de bain, leur cuisine. On peut pas refaire tous les ans. Les très riches vont continuer de s'acheter ce qu'on appelle des manors à 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars. Mais les travaux d'embellissement qu'on avait dans la classe moyenne, ça, c'est mort. Il y a beaucoup moins de déménagements. On le voit d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de transactions dans l'immobilier. Donc, par exemple, les déménageurs, ils ne voient plus personne. Les décorateurs d'intérieur, tout ça, ils ne voient plus personne. Les boutiques où on vend de quoi refaire son intérieur, il n'y a plus rien. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, les small caps, il faut peut-être injustement délaissés. Moi, j'aurais tendance à dire, et parce que c'est un peu comme ça que je fais, je regarde les small caps qui rapportent du 5-7%. Et je fais comme avec un portefeuille obligataire, je les mets et dans 5 ans, on voit. 5-7% de rendement affiché sur une small cap, vous dites, c'est le sweet spot. Parce que, au-delà de 7, quand on voit des rendements à 10 ou 15, on n'a peut-être pas tellement envie de toucher non plus. Quand on regarde Nexity, etc., on est à 10. Bon, 10, au-delà de 10, ça commence à être vraiment des... Ça ne sera probablement pas... voilà. Donc, pour moi, 7%, c'est vraiment ce qu'on appelle du dividende aristocrate. Mais là, je ne veux même pas les regarder. Non. Je sais que si je voulais les vendre, pour une raison ou pour une autre, je ne pourrais pas. Donc, voilà, c'est un complément de revenu. Mais je vais vous raconter un truc, c'est que dans les valeurs qui sont aujourd'hui considérées comme des valeurs de rentiers ou des entreprises rentières, la numéro 1 mondiale, c'est Apple. Oui. La plus grosse trésorerie, rémunérée à 5,25. Aujourd'hui, Apple est un rentier. Alors, Apple, c'est 45% là, de hausse depuis le 1er janvier. De combien ont progressé les bénéfices depuis le 31 décembre 2022 ? Bon, je sais pas, peut-être 0, j'en sais rien, peut-être pas grand-chose. Oui, non, mais évidemment. Bonne réponse. Mais oui, mais avec le cash flashé à 5%, ils font 1,5 milliard de résultats automatiques par trimestre, rien qu'avec la rémunération de la trésor. Voilà. Mais c'est rien. Bon, ce que fait Berkshire Hathaway et Warren Buffett aujourd'hui. Attention, d'accord, 1,5 milliard de revenus, mais on paye Apple un multiple de 45. C'est-à-dire qu'il faut 45 ans de dividendes pour rentrer dans son investissement. Alors que moi, sur mes small caps, je rentre dans mon argent en 7 ou 8 ans. Bon, comprends. Déjà. Donc,
45% de hausse pour un rendement de 5, un bénéfice qui n'a pas progressé. Mais ce qu'on constate, c'est une expansion des multiples. On est passé de 33 à 45. Voilà, c'est tout. On est dans ce phénomène d'expansion des multiples. Alors après ça, effectivement, c'est plus la peine de tenir un raisonnement d'investisseur, de boursier. Il n'y a rien qui justifie... On revient au taux. Les multiples, il faut les mettre en face d'un taux sans risque. Et si le taux sans risque est un peu plus bas, et mes 7 fantastiques que je mets en face de mes 7% sur mes small, les 7 fantastiques, le PER moyen, c'est 60. Bon, on dirait il y a Nvidia qui est à 145. Il y en a qui nous disent, ouais, mais vous allez voir les résultats au premier trimestre 2024 et tout, ça va être top. Le PER va descendre à 100. Bah oui, mais encore une fois, la rémunération du cash et de la trésorerie, aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. Non, mais ça, c'est quand même l'éléphant au milieu du corridor. On payait 30 fois les 7 fantastiques, maintenant on les paye 45 fois ou 50 fois. Bon, ben voilà. J'ai une question pour toi, Philippe. Il y a beaucoup d'argent qui circule, et le choix de la qualité et le choix de la quantité s'est énormément réduit aussi sur les actions américaines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'actions américaines cotées aujourd'hui que... Je te vois venir. T'as 25% du Russell qui ne fait pas de profit. Voilà. T'as plutôt envie d'avoir des boîtes qui font du profit. Mais même si c'est très peu. Et effectivement, on arrive face à des titans comme BlackRock, Vanguard, Fidelity, Allianz, etc. Sur quel genre de valeur ils peuvent aller aujourd'hui ? Il en reste 12, 15 à Wall Street. Et encore. Voilà. Nombre d'actions globales. Il faut qu'on dise un mot de ce qui s'est passé ici sur l'euro-dollar. Vous l'avez mentionné. Donc la séance clé, encore une fois, ça a été la séance de mardi. C'est ça sur l'euro-dollar. C'est ce qui fait que la tendance a basculé dans l'autre sens. On était en cours de neutralisation. Ouais. À l'approche de 1,08, enfin un petit peu en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous avez une structure graphique où on a fait une forte baisse, une remontée, et une petite rebaisse avant, et c'était en train de remonter. Vous avez en fait un peu une tasse avec anse. Vous voyez, vous avez une figure comme cela. Et donc, on était en neutralisation, plutôt avec des attentes favorables. Et en effet, le chiffre a fait exploser l'euro-dollar. Depuis que les taux ont baissé, on a eu aussi des mouvements, parce qu'il y avait des attaques, de la grosse spéculation sur le dollar yen. Donc le dollar s'est calmé partout. Après, c'est vrai qu'il y a aussi l'idée que l'économie américaine montre des signes de ralentissement, mais ce qui est plutôt bon pour ce que la Fed attend. C'est comme ça que le marché le perçoit à ce stade. Oui, parce qu'on juge le ralentissement tout à fait convenable et qui va dans le sens parfait. C'est pour ça que je parlais d'alignement des planètes. Tous les atterrissages commencent avec l'idée que ce sera doux. Ça sera doux. Et donc, c'est vrai que l'eurodoll... Tant qu'on n'a pas vu le sol arriver... voilà. L'eurodoll a boosté pendant une seconde. Et ensuite, on continué de progresser pendant la fin de la soirée. Il a fait un plus haut à 19h et depuis, il ne se passe plus rien. D'accord. Voilà. C'est incroyable. Plus rien. Et donc... Si on réfléchit à la suite, pareil sur les indices, mais sur l'eurodoll, partout, si vous voulez. Quels sont les objectifs là immédiats, naturels, évidents ? Autant à la baisse, je vous disais, je vois pas trop le marché baisser, autant à la hausse, je le vois pas non plus monter. Mais les indices et l'euro-dollar. Partout, c'est très compliqué parce qu'on se raccroche. Donc on a déjà fait les objectifs là. Alors la porte, ce que j'ai écrit, la porte est davantage ouverte vers la hausse. Ok. À la baisse, vraiment, j'avais l'impression que c'était un peu verrouillé, qu'il y avait trop de protection, trop de méfiance, etc. À la hausse, il y a peut-être plus de potentiel. Bon, mais quels pourraient être les moteurs ? C'est pas évident à trouver, c'est pas à deviner. Et je m'aperçois que tout le monde reste extrêmement perplexe, se pose beaucoup de questions. Et la différence, justement, entre appuyer sur le bouton achat et dire oui, ça va monter, oui, mais ça va monter, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on peut imaginer partant de là où on est aujourd'hui, 7230 et plus sur le CAC 40 ? Est-ce qu'il faut avoir en tête que les objectifs peut-être de fin d'année sont de revenir sur les sommets annuels ? Alors le Nasdaq qui est quasiment, d'autres grands indices en Europe, aux États-Unis sont à quelques encablures, donc on n'est pas très loin. Et puis après, les sommets d'avance et ceux de décembre 2021, janvier 2022 pour tous les grands indices. Ouais. Alors effectivement, il y a différentes photographies selon les indices. Déjà, le CAC 40 est en retard dans le rebond, clairement, parce que lui, il est simplement dans la borne basse du large trading range dont il est sorti au mois de septembre. Il est aux alentours de 7200 points.
Et la borne haute, c'est un 7000, presque 600, 7570 points. On voit que quand il n'y a pas LVMH, on n'a plus l'avance. On a eu l'avance sur l'ensemble du premier semestre grâce à LVMH, etc. Et là, on n'a plus l'avance. On n'a plus l'avance. L'Eurostoxx, l'indice large européen, lui, il est déjà rentré dans ce trading range et il est déjà à la médiane. Il est déjà autour de 4320 points. Donc lui, il l'a rallié immédiatement quand on a vécu le rebond. Pour les indices américains, c'est encore une autre configuration. Eux, ils ont débordé, réactivé la tendance haussière de court et moyen terme. Et ils ont débordé des niveaux de consolidation. Et ils s'approchent effectivement, et c'est ça qui est techniquement intéressant, le S&P et le Nasdaq, de leur sommet de 2021 et du moment où ils se sont retournés et de leur top historique. Donc on arrive sur des niveaux clés. Donc c'est 4510, 4543 sur le S&P. C'est vraiment la zone sur laquelle on peut aller chercher des extensions encore. Et au-delà de laquelle il va falloir aller pour réactiver la dynamique de long terme. La photographie globale, même si on manque un peu de volume, même si on a des questionnements sur la réaction à court terme, la photographie globale, elle est bonne. Il y a eu un contre-pied énorme. Le cas d'NVIDIA, graphiquement et techniquement, est emblématique. Je suis le comportement des marchés. Je regarde ce que font les... Comment ils ont fait 10 séances de hausse consécutives, ça, NVIDIA aussi? Je crois que j'ai vu une série de 10. Contre-pied monumental, au moins, et surtout contre-pied monumental. L'enjeu, c'est à court terme de se demander si on va consolider un petit peu. Et le quatrième gros gap sur les Nasdaq et S&P mériterait une consolidation. Comme c'est sur fond de rachat de short et autour d'échéances techniques, est-ce que ça va continuer à tirer un petit peu et puis consolider ensuite? Je pense qu'il va falloir une petite pause. Mais la photographie globale, elle est positive sur les indices américains et ce sont eux les plus forts pour l'instant. Maintenant, il y a ce phénomène qui est assez intéressant de contre-pied sur NVIDIA qui donnait un signal de faiblesse, qui a fait semblant de sortir à la baisse d'une structure de retournement baissière qui l'a fait avec du volume et qui en fait est reparti. Donc graphiquement, si on regardait la photographie de NVIDIA seule techniquement, on pouvait penser. Donc il y a vraiment eu un contre-pied fort marqué et là elle est en train de déborder des niveaux techniques autour de 460 puis 485 et elle ouvre la voie à une quinzaine de pourcents de hausse complémentaire graphiquement. Donc il y a du potentiel aussi encore. Maintenant la granularité à court terme, il faut voir. Dans la difficulté à se projeter sur des objectifs, je voudrais dire une chose. Si par exemple on n'avait pas eu Sanofi qui avait perdu jusqu'à 20% et qui pèse plus de 6%. On serait déjà au sommet. On serait déjà pratiquement à 7004, disons à 130 points de plus. Et il faut y penser. Il faut y penser. Ouais, on n'a pas été. Alors, on a été plombé par Sanofi et pas tellement accompagné ni par LVMH ni par Total aussi. Donc c'est quand même peut-être les trois plus gros poids lourds avec L'Oréal de l'indice. C'est le luxe. Total résiste remarquablement à cette correction de moins plus de 10% de baisse du baril. C'est le seul actif qui monte pas. Le Brent ou le WTI. On vient à 78 hier sur le Brent, 73 sur le WTI. Alors, je ne sais pas, mais enfin, il n'y a rien de changé. On consomme 102 millions de barils jour et il n'en sort que 100 millions. Alors, soit il y en a qui filent des bidons par-dessous, on ne s'en rend pas bien compte. Mais à ma connaissance, il y a bien un déficit de production. Bien sûr. Donc là, l'AIA dit qu'il va se résorber l'année prochaine. C'est la spéculation qui s'est fait exploser, tout comme la spéculation à la baisse sur Nvidia s'est fait exploser mardi, sur Apple c'est pareil, parce que vendre à découvert un titre dont les bénéfices ne progressent pas et qui vient de prendre 45%, on pourrait dire que ça paraît pas con de la part de celui qui va se mettre vendeur, et bien celui-là il se fait torcher. Et sur les matières premières, on a eu aussi un gros contre-pied, moins visible évidemment que sur le pétrole. Je dois dire qu'aujourd'hui, je serais quand même assez tenté. Je suis d'ailleurs tellement tenté de dire que... Bon, voilà. Faut pas être short pétrole, vous dites, là, aujourd'hui. J'y suis, quoi. Voilà, à 78, voilà. C'est un niveau. On est $10 en dessous des niveaux qui prévalaient le 6 octobre. Oui, et alors justement, c'est très bien parce que les 87, justement, c'était le vrai... Sur le Brent, d'accord. Les 87, c'était le vrai pivot. Et là, on est borne basse par rapport, effectivement, aux 98 qu'on a touché au plus haut et on est venu chercher 78. Pour moi, c'est parfait. Oui, d'accord, vous disiez, Romain, sur le pétrole, c'est un niveau c'est un point d'entrée. C'est un point d'entrée là sur le pétrole, là, oui. Et puis pour les pétrolières, il y a un ovni aussi, c'est Morel et Prom, qui forme des nouveaux plus hauts systématiquement, qui est sorti d'une zone de congestion de 3 ans et qui tous les jours apparaît en haut des screeners. Le coup d'État du Gabon lui a fait un bien fou. Ah, mais un bien fou. C'est vrai qu'on a oublié cette histoire aussi. Sur le pétrole, on est toujours en backwardation, c'est-à-dire qu'on a les contrats à terme lointains qui sont moins chers que les contrats à court terme. Moi, ça m'interroge sur justement cette forme de prix. Pourquoi à ce point-là ça dure là, ça fait déjà le mois dernier on en avait parlé.
Bon, c'est pas quelque chose de très positif pour le pétrole, mais et là, il est freiné par, évidemment, les inquiétudes, entre guillemets, sur la dynamique économique américaine et la demande qui va en découler ces prochains mois. Bon, pour conclure, Jean-Louis, comme il ne fallait pas être vendeur agressif à 6008, il ne faut pas être acheteur trop agressif non plus sur ces niveaux. Et là, je vais revenir au bouquin de Romain, parce qu'il en parle un peu, évidemment. C'est vraiment, pour moi, le moment où il faut utiliser des options pour... alors, on peut, avec des options, prendre des paris directionnels. On peut aussi jouer le fait que ça ne va pas bouger. Mais on peut aussi se dire, qu'est-ce que je vais faire si le marché monte à 7004, 7005 ? Qu'est-ce que je vais faire si le marché baisse ? Et maintenant, j'achète un call ou j'achète un put et je prépare une action future. La volatilité implicite a beaucoup baissé. Là, par exemple, si on achète un call à delta 0,3 sur décembre, janvier, on va le payer avec 10,5 onces de vol, 14 le put, en dehors de la monnaie. C'est très raisonnable pour monter des positions acheteuses d'assurance. Acheteur de volatilité. Il y a tout là-dedans pour travailler ce genre de moment dans les marchés. Prendre exactement ce genre de mécanisme et créer des stratégies à l'infini. J'en ai proposé quelques-unes. Il y en a c'est effectivement d'autres, des différentes. Effectivement, le fait de travailler sans tendance. On le sait peu, mais les marchés n'ont pas de tendance de 30 à 60% du temps, selon l'horizon de temps auquel on les regarde. Donc les vendeurs d'options, c'est très dangereux, je précise, d'être vendeurs d'options. Mais les vendeurs d'options ont un boulevard en travaillant ça. Quand ils comprennent et quand ils maîtrisent les risques. C'est la rente des institutionnels, c'est de vendre de la volate, vendre de la valeur temps. Merci beaucoup, messieurs, les trois sorciers de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, présents aujourd'hui pour cette échéance mensuelle du mois de novembre, avec une compensation à 7230 points, c'est ça, 80,80 et plus de 5% de hausse depuis la précédente compensation. Vous disiez, Philippe, j'ai pas entendu, pardon. Non, je dis la compensation et le cours de clôture sont identiques aujourd'hui. Et alors, magnifique. Non, je sais pas quoi dire d'autre. Oui, clôture définie, 7233 points G pour le CAC 40 cash définitif ce soir après 17h35. Merci beaucoup, messieurs. Trading à effet de levier, donc le premier ouvrage de Romain Daubry chez JDH Éditions. Je rappelle également le livre de Thomas Andrieux, Création et destruction, le mystère des cycles économiques et humains. Aux mêmes éditions, JDH éditions. Ce sera une référence, les cycles. C'est compliqué à comprendre. Oui. Et là aussi, pareil, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages en français écrits sur ce thème-là. Et puis, il le dit lui-même, c'est petit, mais c'est un début pour une très bonne initiation. Il y a beaucoup de choses à comprendre derrière. Merci à vous trois, messieurs. On se retrouve dans un mois pour l'échéance finale de l'année 2023. Dans le sillage des trois sorciers, le troisième vendredi du mois, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à la pédagogie et l'éducation boursière avec les équipes du Café de la Bourse. Et nous retrouvons Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Le thème que vous nous proposez ce mois-ci, c'est le sujet de la volatilité. Alors, on va expliquer ce qu'est la volatilité et comment on peut en profiter quand on est investisseur actif. Il faut s'en méfier, mais on peut aussi profiter de la volatilité à travers différentes stratégies et différents instruments. Qu'est-ce que la volatilité quand on parle des marchés financiers, Louis ? Alors la volatilité d'un actif financier, c'est caractérisé par l'amplitude de variation à la hausse et à la baisse de l'actif et le laps de temps durant lequel on a cette variation. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus un actif va varier fortement à la hausse et à la baisse sur un laps de temps court, plus la volatilité va être élevée. En revanche, une variation importante à la hausse et à la baisse sur un laps de temps long, voire très long, n'est pas forcément synonyme de grosse volatilité. Comment est-ce qu'on suit la volatilité sur ces marchés financiers ? Alors la volatilité a des indices, le plus connu étant le VIX, donc c'est l'indice de volatilité américain qui suit le S&P 500, donc l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. C'est un indice qui est proposé par la bourse de Chicago, qui est la bourse des options. Ouais. Donc ça c'est le principal indicateur qu'on utilise sur les marchés pour suivre la volatilité. Mais après il y en a d'autres, il y a le V-Stoxx qui est
qui suit l'Eurostock 50, donc les valeurs européennes les plus grosses. Et il y a aussi le VCAC qui suit le CAC 40. Donc il y a de nombreux indices sur la volatilité. Là, on est concentré sur les marchés boursiers. Je précise qu'on trouve des indicateurs de volatilité pour d'autres classes d'actifs également, hein, Louis. Hein. Tout à fait. En fait, sur l'obligataire, sur les devises, on peut trouver des mesures de volatilité, alors peut-être plus destinées aux professionnels, mais sur d'autres classes d'actifs que les marchés actions, on trouve aussi ces indices de volatilité. Tout à fait, parce qu'en fait, du moment qu'on a un actif financier qui c'est pas réservé aux actions. Hein, exactement. Et j'avais appris il y a quelques années maintenant qu'on avait même un indice de volatilité de la volatilité. On a la volatilité du VIX également. Oui, c'est vrai. Wall Street et l'ingénierie est sans fin de ce point de vue-là. Donc on peut même mesurer la volatilité de la volatilité comme un actif financier. Exactement. C'était notamment pendant les périodes de forte volatilité où il y avait vraiment un intérêt. Bon, la volatilité peut faire peur, effectivement, parce que c'est l'idée que ça bouge fort sur un laps de temps, comme vous l'avez décrit, un laps de temps assez court. C'est un risque, et donc ça veut dire que ça peut aussi être une opportunité, Louis. Oui, exactement. C'est vrai que la volatilité, c'est surtout connu comme un risque, puisque effectivement, des fluctuations à la hausse et à la baisse, ça provoque un risque de perte en capital, de moins-value. Et c'est pas pour rien que l'indice VIX, c'est aussi l'indice de la peur. On le surnomme l'indice de la peur. Donc très clairement, plus un actif va fluctuer, plus il y a des risques de perte. Donc oui, c'est un risque. Ça mesure le risque. Mais pour certains profils d'investisseurs actifs, de traders actifs, c'est aussi une opportunité, parce que le fait d'avoir des fluctuations, avec les bons produits financiers, on peut profiter, et les bonnes stratégies évidemment, on peut profiter des variations, et plus elles sont fortes, plus il y a d'opportunités. Pour un trader, ça va être plutôt un marché sans tendance qui va être un marché sans opportunité. C'est ce qu'on disait, 30 à 60% du temps, le marché est sans tendance, hein, c'est ce qu'on rappelait juste avant. Et donc le trader, lui, ce qu'il aime, c'est des marchés qui font des écarts. Exactement. Typiquement, là, pour vous donner une idée, au niveau du VIX, on est autour de 15. En fait, sous 20, on considère qu'il y a peu de volatilité. Lorsqu'on est entre 20 et 30, on parle de retour de la volatilité. Au-dessus de 30, là, très clairement, il y a une grosse volatilité. Pour avoir quelques échelles de grandeur, pendant la crise des subprimes et la crise du Covid, donc les deux grosses crises des 20 dernières années, la volatilité a dépassé les 80. Et là, effectivement, il y a quelques semaines, fin octobre, on a ressenti un retour de la volatilité, puisque ça a passé la barrière des 20. Et là, avec la fin d'année, ça s'est de nouveau calmé, oui. On ne peut pas rentrer dans le détail, mais comment on peut expliquer le calcul du VIX, Louis ? Alors en fait, le calcul du VIX, c'est basé sur les options. C'est pour ça que c'est la bourse de Chicago qui s'occupe de cet indice. En fait, c'est basé sur le prix des options d'achat et de put, enfin de call et de put. Et en fonction de ça, c'est un calcul mathématique qui va déterminer la valeur du VIX qui va de 0 à 100. Effectivement. Bon, 20, et moi je me souviens de périodes, pendant notamment les grandes phases de QE des banques centrales, où on voyait de la volatilité à 10 et même moins. Je crois que le VIX est passé sous les 10 au moment où la Fed notamment était en pleine action les marchés d'inondation des marchés par la liquidité. Donc voilà, de 80 à Lehman à moins de 10 au plus fort du QE des banques centrales. C'est ce qu'on a vu effectivement sur les dernières années. Comment on profite de la volatilité en bourse quand on est investisseur actif ? Maintenant, pour un investisseur actif, il y a pas mal de solutions en fait. Il y a la solution, on va dire, la plus classique, enfin historiquement la plus classique, qui consiste à acheter des parts de fonds ou de hedge funds qui sont gérés par des gérants qui vont se positionner sur des produits de volatilité. Donc c'est une approche où on délègue. Une approche un peu plus active mais qui reste passive, c'est de passer par des ETF, parce qu'il y a des ETF qui vont traquer le VIX, les différents indices de volatilité. Et l'approche vraiment active pour pouvoir profiter vraiment de la hausse et de la baisse du VIX, c'est d'utiliser des produits dérivés, des produits de bourse. Alors des produits de bourse, si on est peu capitalisé, je pense notamment au turbo, et lorsqu'on a des capitaux plus conséquents pour trader, il faut aller sur des futurs. Oui, et donc comme n'importe quel actif financier, on peut acheter la volatilité ou vendre la volatilité. Hein, tout à fait. Oui. Si on n'est pas familier avec ces instruments, est-ce qu'il y a d'autres manières, plus traditionnelles peut-être, de capter justement peut-être de la valeur à travers la volatilité des marchés des actifs financiers ? Tout à fait, c'est ce qu'on a dit au début de cet échange. Il va y avoir des actions
il y a des actions plus volatiles que d'autres. Il y a d'autres classes d'actifs aussi qui vont être plus volatiles que d'autres. Pour donner quelques exemples, je pense très clairement à l'action Tesla. C'est une grosse capitalisation, ça fluctue beaucoup, donc beaucoup d'opportunités de profiter de la volatilité à travers la volatilité de l'action Tesla. Et après, il y a évidemment toutes les actions un peu plus des actions en difficulté. Très clairement, là cette année, récemment, il y a eu pas mal de profit warning ou de sociétés qui vont mal aussi depuis un petit bout de temps. Je pense récemment Maison du Monde, en France Maison du Monde, Worldline. Donc il y a beaucoup d'actions en perte de vitesse qui ont une forte volatilité. Et donc, l'occasion de rappeler encore une fois que c'est un risque et que c'est des valeurs. Plus les valeurs sont volatiles, plus le risque est élevé. Multiplié, donc, même. Attention lorsqu'on veut traiter ce type de valeurs. Il y a une manière de regarder effectivement alors, ce qu'on appelle le bêta des actions. Chaque action a une sensibilité par rapport au mouvement du marché dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle le bêta. Et il y a des valeurs qui ont un bêta important, très élevé, bien au-delà de 1 parfois, ou au-delà de 1 en tout cas, et qui montrent que quand le marché fait 1, la valeur fait 1,5 ou 2, effectivement, dans le sens du marché. Voilà. Et des valeurs qui ont des low bêta, des bêta beaucoup plus faibles, qui normalement sont des valeurs moins volatiles, même si on a vu l'exemple de valeurs défensives type Sanofi, qui peuvent quand même, sur une séance ou quelques séances, générer beaucoup de volatilité. Exactement. Et par rapport à ce que vous disiez au début de l'entretien, sur d'autres classes d'actifs, très clairement, si on veut capter la volatilité en dehors des marchés boursiers, il y a beaucoup d'opportunités. Moi, je pense par exemple au pétrole. Le pétrole qui est souvent tradé. On a quand même eu une année très volatile sur le pétrole, beaucoup drivé par le contexte macroéconomique, évidemment. Mais là, sur le pétrole, avec les produits dérivés, des produits de bourse, il y a beaucoup de possibilités de capter cette volatilité. Et puis l'autre classe d'actifs, je pense par volatilité, quand on pense volatilité par excellence, je pense aux crypto-monnaies. Au bout de l'échelle, c'est ça. Exactement. Je pense aux crypto-monnaies. Même si on prend la plus grosse, même le Bitcoin, cette année, il y a eu de fortes volatilités, des variations. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui va perdurer et continuer avec tout ce qui se passe par rapport à l'éventuel ETF sur le Bitcoin bien spot. Sûr. Donc, le dossier est déposé, c'est ça? Oui, plusieurs dossiers sont déposés. Exactement. Déposés. Donc on devrait avoir la réponse définitive très prochainement, source de volatilité. Bon. Excellent thème que celui de la volatilité des actifs financiers. L'occasion pour conclure de rappeler que, attention, effectivement, notamment quand on traite directement de la volatilité, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on commence à investir pour la première fois. Ça reste quand même, j'imagine, plutôt réservé à des investisseurs qualifiés avec un encadrement et une bonne mesure du risque à prendre ou pris en l'occurrence quand on va chercher cette volatilité ou à capter cette volatilité. Oui, tout à fait. Il faut vraiment avoir un bon money management, une stratégie bien définie. C'est un sous-jacent qui est complexe à traiter, très clairement à déconseiller pour des jeunes investisseurs ou des investisseurs débutants. Oui. Bon, money management, tout ça, l'occasion de retrouver les podcasts, les émissions qu'on fait avec vous chaque mois. Il y a toute la série à retrouver évidemment en replay ou sur bismart.fr, sur le Café de la Bourse. On a déjà évoqué tous ces sujets d'éducation boursière avec vous. Merci beaucoup Louis, merci d'être venu nous parler de la volatilité. Pour ce rendez-vous mensuel, Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse avec nous, donc chaque 3e vendredi du mois dans Smart Bourse sur Bismart.